Monsieur Aubin, bonsoir. Bonsoir. J'ai le plaisir de vous accueillir dans ce podcast consacré à l'éthique et à la fonction publique territoriale. Donc, vous êtes professeur de droit public à l'Université de Tours, référent déontologue dans la fonction publique territoriale, membre du collège de déontologie du ministère de la Culture et co-responsable du pôle déontologie des fonctions publiques à l'Observatoire de l'éthique publique. Qu'est-ce que l'éthique, selon vous? Alors, une belle question. Je la distinguerais de la déontologie et de la morale, même si on pressent bien que ces notions baignent un peu dans la même ambiance, hein. Mmh. Euh, L'éthique, c'est vraiment, j'allais dire, une conscience personnelle qu'on a en soi, de bien faire ou de mal faire, une sorte de commandement qui peut être dicté par la morale d'ailleurs, hein, qui va nous amener qui va amener un responsable, voilà, un responsable de la fonction publique, un cadre supérieur, à se poser, comme le disait le conseiller d'État Vigouroux, Christian Vigouroux, la bonne question avant qu'il ne soit trop tard. Et donc l'éthique, c'est en fait intégré dans le fonctionnement quotidien qui est marqué, on y reviendra je pense, par des conflits de valeurs, c'est prendre finalement grâce aux réflexes que l'on a acquis de la connaissance de la norme, mais aussi des contraintes morales, de moralité professionnelle, hein, le terme n'est pas usurpé, on le verra, prendre la moins mauvaise décision dans un contexte compliqué au regard des contraintes juridiques, mais également de sa conscience personnelle. Et alors, cette conscience personnelle, comment se construit-elle? Comment s'exprime-t-elle? C'est là toute la difficulté. C'est vrai qu'on est resté peut-être trop longtemps dans la fonction publique, dans l'idée, et le secteur privé du reste également, hein, que l'éthique revêt de l'inné, en quelque sorte. C'est vrai pour une partie, mais on constate en réalité que l'éthique et la déontologie, ça s'acquiert par des réflexes. Et les réflexes, ils ne viennent que lorsque l'on connaît bien les mises en situation concrètes. Et donc la formation joue un rôle essentiel, à mon sens. Il faut de la pédagogie dans l'éthique. J'ai eu l'occasion de travailler d'ailleurs à ce sujet auprès des personnels de direction des collèges, lycées, des inspecteurs d'académie, où après avoir dégagé les notions, qu'est-ce qu'un conflit d'intérêts par exemple, on donnait toujours un cas pratique avec une mise en situation concrète pour dire voilà, dans ce contexte, l'éthique, ça ne consiste jamais à dire il faut faire comme cela. Le réflexe de l'éthique va plutôt consister à dire il vaudrait mieux éviter que je fasse cela. Et donc, ça ne vient qu'en connaissant justement bien les obligations qui s'imposent, comme je le disais à l'instant, juridiques, mais aussi professionnelles, citoyennes également. Je prends souvent cet exemple, lorsqu'un au cadre supérieur, un agent, ou un cadre qui gère des agents, lorsqu'un agent public rentre chez lui et qu'il consulte les réseaux sociaux et qu'il va dire tout le mal qu'il pense de son supérieur hiérarchique, dans ces cas-là, eh bien, il faut avoir la petite lumière qui clignote et qui indique que là, il y a des limites sémantiques à ne pas franchir, qu'on soit dans le service ou en dehors du service. Voilà, donc une collection de cas pratiques qui ne peut venir, à mon sens, que par le biais de la formation professionnelle. Et c'est vrai que la loi de 2016 a comblé un vide en faisant entrer la déontologie dans le statut, ce qui a généré derrière des obligations et notamment des formations professionnelles dans la fonction publique sur l'éthique et la déontologie. Mmh. Alors vous évoquez la fonction publique, puisque c'est bien le sujet du podcast, éthique et fonction publique. Est-ce que vous pensez qu'il y a une différence entre le privé et le public concernant l'éthique, la déontologie? On peut avoir des convergences, mais il y a, par la nature même du service public, et c'est une bonne chose que le mot service public soit utilisé à la place d'action publique. Je suis de la vieille école, excusez-moi. La nature même du service public fait qu'il y a des principes et des valeurs qui sont propres au secteur public. Prenons l'exemple de la laïcité. C'est une ardente obligation, Dieu quel qu'il soit reste à la porte du service public. C'est plus compliqué dans le secteur privé, dans le secteur marchand. Les principes de fonctionnement qui consistent
précisément à gérer des usagers, à respecter la neutralité, sont quand même propres au secteur public. Alors bien entendu, après, les entreprises vont plutôt faire de la compliance, c'est-à-dire de la gestion des risques liés à l'éthique, mais on ne s'inscrira pas dans le même registre. Ce ne sont pas nécessairement les mêmes principes que ceux du service public. Donc une différence de nature. Oui. Vous parliez tout à l'heure, enfin juste avant, de mise en situation et de connaissance des notions, de mise en situation. Quel lien vous faites entre l'appréhension des notions et la situation concrète à laquelle on est confronté? Eh bien, justement, c'est toute la difficulté de passer de la théorie à la mise en pratique. Je donnais tout à l'heure l'exemple du conflit d'intérêts, on en parle toujours, mais lorsqu'on y est confronté, on se pose souvent la question, est-ce que ce conflit d'intérêts est grave ou pas? Mmh. Le réflexe premier, c'est de dire tout conflit d'intérêts doit être proscrit, prohibé, etc. Il y a une intensité dans le conflit d'intérêts. Mmh. Et en ce sens, je pense que je peux en parler maintenant parce qu'il y a un lien très fort. Je crois que les chartes de déontologie qui ont éclos dans le milieu, dans le secteur public, avec l'exigence de transparence également qui s'est imposée depuis une bonne dizaine d'années, les chartes de déontologie peuvent aider justement les agents, par leur structure même, à comprendre comment on passe de la notion au cas pratique. Parce que lorsqu'une charte est bien faite, et la plupart sont bien faites. Il y a d'abord, on rappelle les principes et les valeurs, et ensuite, on donne des exemples de mise en situation concrète. Et c'est par ces exemples-là que les agents vont intérioriser en fait les réflexes. Ça ne peut pas venir en dehors, j'allais dire, d'une situation qui n'a pas existé. Donc, il faut toujours partir de situations concrètes. Et par exemple, je trouve que c'est bien de partir de décisions du Conseil d'État. Parce que Mmh. quand le juge administratif considère que dans telle ou telle affaire, on a franchi ou pas la limite, ça permet d'ailleurs, après, ça permet ensuite, dans un second temps, de se dire, bon, bah là, on voit où est la frontière, parce que, pour faire court, on est souvent dans la zone grise. Mmh. Et votre question, en fait, montre bien la difficulté. Un agent, quel qu'il soit, un agent public, est souvent sur la ligne de crête et hésite entre la violation ou pas d'une règle, l'adoption ou pas de tel ou tel comportement. Donc les chartes peuvent avoir un rôle pédagogique, il faut vraiment de la pédagogie pour aider les personnes à comprendre les enjeux déontologiques. Mmh. Et alors cette pédagogie, elle consiste en quoi? Comment elle se met en œuvre? Alors, elle peut se mettre en œuvre, il y a eu beaucoup, comme je disais tout à l'heure, d'actions de formation. Il y a 20 ans, c'était presque, un mot regardé avec distance, la déontologie, et maintenant c'est devenu, alors il ne faut pas que ce soit perçu comme un effet de mode, mais c'est devenu un impératif maintenant dans les actions de formation. Et ça, je pense que le 1er étage, c'est cela, c'est passer par la formation professionnelle et justement, aider les agents, quel que soit le grade, l'emploi, la fonction, à comprendre que telle obligation va être différente en intensité selon le grade. On va être beaucoup plus exigeant à l'égard de cadres supérieurs, par exemple à l'échelle du devoir de réserve ou sur l'exemplarité, qu'à l'égard d'un agent de catégorie C. Et donc, cette subjectivité-là, elle ne peut passer, à mon sens, que par une action de formation professionnelle adaptée, que ce soit en formation initiale ou bien ensuite en formation continue. Mmh. Alors les agents de catégorie C, c'est 70 à peu près Oui, de la population, en commune, par oui, exemple. oui. Et donc quelle, quelle sensibilisation, quelle accroche pour travailler l'éthique? Alors là, c'est un sujet effectivement qui est délicat, et qui m'amène en fait à basculer vers autre chose, vers le deuxième point en fait de formation. Je pense que là, les référents déontologues, moi, je peux en parler par mon expérience, j'ai beaucoup de saisines d'agents de catégorie C en fait, beaucoup de C et de B, Mmh. et c'est pas illogique parce que ce sont très souvent des cumuls de rémunération, et comme ce sont, évidemment les rémunérations les moins élevées, il y a souvent ce que l'on appelait sous la Troisième République la maladie du deuxième métier, et
aujourd'hui, on utilise bien d'autres termes parce que à partir du moment où c'est acceptable, eh bien, il faut que l'agent sache dans quelles conditions il peut le faire. Donc, ça passe, à mon avis, pour les agents catégorie C et B, par une bonne communication de la collectivité ou des centres de gestion, en indiquant qu'il est possible, par exemple, de saisir un référent déontologue si on a un doute sur, ou si l'on veut avoir un autre métier, une autre activité accessoire. Et il vaut mieux poser la question parce que c'est un conseil utile et Mhm. ça n'est pas une décision et ça permet de connaître le champ des possibles. Donc il peut y avoir aussi, j'ai échangé, c'était passionnant, et je remercie encore une fois pour cet échange également, avec des collectivités territoriales qui ont mis en place des politiques. Alors maintenant, le terme compliance que je me permets d'utiliser, même si je suis assez réservé à l'égard du franglais, Mhm. cette politique de gestion des risques juridiques, je me rends compte que pas mal de collectivités la mettent en œuvre et travaillent sur les notions. Par exemple, proposent qu'on s'arrête sur un conflit d'intérêts parce que qu'on soit en catégorie A plus A, B ou C, on peut être en conflit d'intérêts par l'intermédiaire de son conjoint, par exemple. Mhm. Et donc, il faut passer par ces actions-là. Il ne faut pas que ce soit perçu comme une obligation pour éviter de la répression disciplinaire. Il Mhm. faut utiliser un autre angle en disant les agents ont le droit d'avoir des doutes, des scrupules, ils ont la possibilité d'avoir une autre activité, mais il faut qu'ils sachent que tout n'est pas possible. Et donc, dans ces cas-là, je pense qu'une collectivité est dans la bonne posture quand elle dit on va vous accompagner dans la description du champ des possibles, en adaptant bien en fonction des catégories pour que ce soit bien compris. Mhm. Oui, parce que en vous écoutant, je m'interroge sur le lien entre le l'interrogation et la capacité à s'interroger sur une Mm, situation et donc à l'identifier comme risqué ou pas. Et donc, si je comprends ce que vous dites, ça passe par une information, une, mm. euh, une disponibilité aussi de la collectivité à aborder ces situations et par ailleurs un accompagnement ou la possibilité de poser ces questions avec un interlocuteur qui puisse répondre. Tout à fait. Et j'allais dire, même si au départ on constatait, et les référents déontologues étaient les premiers à le regretter, il y avait initialement un peu comme une cloison étanche entre les services RH et puis les référents déontologues. Et il faut dire que la fonction précise bien qu'elle s'exerce en laissant justement de côté les prérogatives des responsables RH. Il ne s'agit surtout pas de faire de la RH, mais maintenant, depuis la loi transformation de la fonction publique, un lien se crée puisqu'un référent déontologue peut être interrogé. Donc, ce qui est intéressant, c'est par exemple pour un service RH, si la question relève de la déontologie, de dire à l'agent, je vous encourage à poser une question au référent déontologue. En sens inverse, il m'arrive souvent, j'ai pas mal de cas de saisine d'irrecevabilité parce que ce sont des questions purement RH. Et donc, dans ces cas-là, eh bien, j'essaie de faire un petit peu de pédagogie et dans mon avis, je précise ce qu'est une question déontologique pour que les agents, les agentes comprennent bien que la question qu'ils me posent relève purement du statut, purement d'une approche RH que je n'ai pas à régler. Et donc, il doit y avoir, à mon avis, une partie ping-pong pédagogique entre service RH et référent déontologue. On a tout à gagner à renvoyer les uns vers les autres pour que les agents comprennent bien les enjeux de leur situation. Mhm. Alors, vous avez mentionné le conflit d'intérêts. Quels sont les conflits auxquels on peut être confronté et qui soulèvent une question éthique? Alors, ce que l'on voit très souvent dans le monde des collectivités territoriales, mais ça peut être également dans les deux autres versants de la fonction publique, hein, mais plus spécifiquement dans la fonction publique territoriale, c'est le lien très étroit qu'il y a entre l'activité publique et puis l'activité de commande publique, la politique d'achat. C'est un peu l'exemple en filigrane que je disais tout à l'heure. On a un conjoint qui dirige une entreprise ou qui travaille dans une entreprise. Je ne sais pas, on est dans un service de département d'incendie et de secours et puis le conjoint gère, je donne toujours cet exemple parce qu'il a été tranché par le Conseil d'État, gère une entreprise qui fournit des extincteurs et puis la question ne se pose pas.
le conjoint siège, ne se déporte pas, l'entreprise est retenue. Bon, bah là, j'allais dire, c'est l'exemple emblématique. Mais à côté de cet exemple qui est vraiment évident, il y a plein de situations dans lesquelles, justement, de par le lien qu'on a avec une personne, on va avoir nécessairement une idée, enfin, une décision qui va être faussée par notre présence. Et je pense que ça, tout le monde peut le comprendre. On sait bien quand on est dans une situation, comme dirait un Anglais, borderline, Mhm. on sent bien qu'il y a un moment où il faut qu'on se déporte ou que si l'on continue, ça peut poser un problème. Alors si on ne le sent pas, ça veut dire qu'en effet, la communication Mhm. n'a pas été suffisante. Donc le conflit d'intérêts, on y est souvent, mais parce qu'on est amené à être, notamment dans les collectivités territoriales, les politiques sont vraiment multipartenariales, les associations, les entreprises, bon, il y a du lobbying, etc. Donc il y a une distinction qui est à intégrer, c'est vrai, et là, ça nécessite de la formation parce que le conflit d'intérêts, c'est vraiment mal compris. Euh, on pense toujours que c'est délictuel, on le confond avec la prise illégale d'intérêt, qui est quand même beaucoup plus grave. Euh, donc, c'est vraiment faire comprendre que dans la situation, le fait de connaître une personne et d'être dans un circuit de décision va être acceptable ou pas. Voilà. Et donc, ce réflexe-là, bon, bah, je le vois mieux connaître les universités. Quand on préside un comité de sélection, maintenant, c'est récent, ça remonte qu'à 2 ans, on demande une déclaration d'intérêt aux collègues qui siègent, s'ils connaissent tel candidat ou pas. Et s'il y a déclaration d'intérêt, eh bien dans ces cas-là, le collègue se déporte. Donc, c'est vraiment ce réflexe-là, notamment dans les politiques achats des collectivités territoriales, en matière d'urbanisme également. Euh, on peut aussi l'imaginer dans le domaine social, un traitement préférentiel dans une demande qui est faite parce qu'on connaît la personne. Bon, il y a vraiment beaucoup de situations dans lesquelles on est tenté de donner un coup de main, Mhm. mais tentation bien naturelle d'aider quelqu'un qu'on connaît, si on est en responsabilité, va se transformer en conflit d'intérêts et risque de va créer un risque juridique pour la collectivité. Mhm. Très bien. Et donc, le conflit d'intérêts et le conflit de valeurs, est-ce que ce type de conflit, comporte une dimension éthique? Oui, tout à fait. Tout à fait. Par exemple, dans le domaine social, c'est très compliqué de gérer, par exemple, l'obligation de secret professionnel, c'est-à-dire des informations sur une personne, informations de santé, par exemple, et Dieu sait si en ce moment le contexte rappelle la nécessité de respecter cela. La discrétion professionnelle, un document que l'on a, mais dont on ne peut pas partager le contenu avec n'importe qui. Bref, avec ces deux devoirs, on doit se taire, et d'un autre côté, on doit signaler. Lorsqu'il y a des cas de maltraitance, notamment malheureusement dans l'aide sociale à l'enfance, c'est un devoir de parler. Donc là, on est vraiment dans une contradiction totale entre l'obligation de se taire et le devoir de parler. Et ça, c'est une bonne formation et également une bonne dose d'éthique qui va permettre d'un moment de savoir si l'information que l'on a, on peut la partager ou pas, et si telle ou telle situation, on doit se taire, au contraire parler. Donc, ça relève vraiment de la conscience et des réflexes que l'on a acquis au gré de l'expérience professionnelle. Mhm. Et est-ce que vous, en tant que référent déontologue, vous êtes sollicité par des DRH? Ça m'arrive effectivement depuis le 1er février 2020, depuis l'entrée en vigueur du décret donc du 30 janvier, qui crée 3 situations dans lesquelles le référent déontologue peut être saisi par l'autorité administrative. Et donc, ces autorités, elles varient selon les situations. Il arrive que parfois, ce soit un service RH qui me saisisse. Ça m'est arrivé plusieurs fois, effectivement. Et ça a permis et c'est appréciable parce que ça crée un dialogue constructif qui n'existait pas avant et là qui permet d'accompagner et en faisant du droit souple, et c'est ça l'intérêt, c'est-à-dire que le conseil que je formule, encore une fois, en l'état actuel du droit, puisque la jurisprudence du Conseil d'État commence à se rapprocher des avis des référents déontologues pour dire que ça produit, que ça fait grief, peut-être qu'un jour ce sera contestable, mais pour l'instant, c'est souple et ça permet de donner un conseil qui est valable uniquement pour le service
et qui peut aider à accompagner, grâce au regard extérieur, la demande d'un agent, Mmh. notamment en termes de je pense notamment au pantouflage, lorsqu'un agent souhaite exercer une activité dans le secteur privé en quittant temporairement ou définitivement la fonction publique. Des fois, c'est bien d'avoir un accompagnement parce que sinon, l'autorité peut se trouver un peu dépourvue face à l'interprétation de la situation donnée. Donc oui, ça m'est arrivé et j'espère que ça m'arrivera de plus en plus souvent parce que à chaque fois, il y a un dialogue intéressant et au-delà de l'avis, je précise à chaque fois, n'hésitez pas à me recontacter s'il y a besoin. Donc, il n'y a pas de service après-vente tout de même, mais il y a un dialogue très intéressant, très riche sur le champ des possibles que j'évoquais tout à l'heure. Oui. Mmh. Et vous, qu'est-ce que cette expérience vous apporte? Une connaissance que je n'aurais pas sinon du terrain parce que dans la période délicate notamment qu'on traverse depuis mars 2020, j'ai vu le changement de logique dans les saisines du référent déontologue. Les agents ont découvert le télétravail qui se Mmh. mettait en place de façon quand même assez délicate dans les collectivités, quelles qu'elles soient. Et contraints et forcés, ils ont redécouvert leur domicile, si je puis dire, et des nouvelles questions qui se sont posées de frontières entre la vie privée et la vie professionnelle. Et puis certains aussi se sont dit, bon, bah, c'était le moment de faire une sorte de bilan de compétences. Mmh. Et j'ai eu beaucoup plus de demandes concernant des activités. Alors ça, j'ai trouvé ça très révélateur. Et en même temps, en ces temps où on dit que tout va mal, je trouve que c'est bien de dire les choses quand elles sont positives. Beaucoup de demandes d'agents pour faire des activités dans le domaine du care, dans le domaine du soin, Mmh. de l'accompagnement des personnes âgées. J'ai eu des demandes justement de personnes qui voulaient travailler en EHPAD, dans la période délicate, parce qu'ils savaient que c'est compliqué. Problème de soins à l'égard des personnes, de la psychologie. Alors, parfois, on entre dans des soins qui amènent voilà, à rappeler qu'il y a une neutralité du service public. Mmh. Mais disons que ça permet d'être connecté à l'évolution aussi des demandes des agents à un instant T. Voilà. Et donc, ça donne une collection de pratiques très intéressantes que j'efface à mon grand regret, mais il faut que je sois éthique également, hein, tous les mois, une fois que la décision est rendue, j'efface de mon ordinateur. Je ne garde après, j'anonymise les situations pour constituer un petit recueil, je pense. Et encore une fois, ça permet vraiment de voir les aspirations des agents des collectivités territoriales, même si le bassin, évidemment, c'est l'ancienne région Poitou-Charentes, mais c'est quand même Mmh. 4 départements avec une zone en bord de mer. Et donc là aussi, de voir que la géographie est très différente, hein. Les activités demandées par les agents en bord de mer vont essentiellement consister en des fabriques d'objets qui sont en lien avec le littoral. Voilà, donc c'est très intéressant aussi pour faire un petit tour de France et voir que la géographie et le droit se rencontrent. Très bien. En quoi ce mouvement que nous vivons et que nous observons et que nous vivons, sur l'éthique et son développement, en tout cas l'émergence et la prégnance de cette notion, aujourd'hui, hein, que ce soit dans le secteur public, dans le secteur privé, donc qui passe aussi par, l'instauration des référents déontologues, même si les notions sont à distinguer, mais bon, ça s'inscrit dans la même logique. Qu'est-ce que ça dit, de l'évolution, du droit et de l'évolution du droit de la fonction publique? Une inspiration, je pense, à ce que justement on intervienne le plus en amont possible pour éviter ce qui est toujours un échec pour une institution quelle qu'elle soit, pour éviter les procédures disciplinaires. Parce que malheureusement, souvent, ce qu'on constatait, c'est que précisément les clignotants ne s'allumaient pas et des agents et des agentes se plaçaient en situation délicate qui pouvait éventuellement et malheureusement pour elles et pour eux être constitutive d'une faute disciplinaire. Donc l'idée, c'est on apporte de la paix, je pense, dans les relations sociales quand on met une bonne politique de prévention des risques à l'aune de la déontologie et de l'éthique. D'abord, les agents se sont accompagnés dans leurs aspirations d'avoir une autre activité et je fais partie de ceux qui pensent qu'il est sain parfois que des agents aient une autre activité, parce que très souvent, on voit que ça leur apporte un plus. C'est pas seulement financier, c'est une occupation, c'est dans la fabrique des objets, par exemple, heu,
c'est souvent une petite évasion pour l'agence, ça participe de l'équilibre. Alors autant le faire dans les règles de l'art, plutôt que de le faire dans le cadre d'une entreprise qu'on ne déclare pas et être rattrapé ensuite par son employeur qui, fort logiquement, va passer en disciplinaire. L'agent qui n'a pas déclaré une activité, voilà. Donc je crois qu'une bonne déontologie, ça permet, de mettre de l'huile dans les rouages aussi de l'administration. Ça permet, d'éviter d'avoir une réponse qui ensuite peut être perçue comme un peu trop agressive, dans le fonctionnement. Et l'autre aspect, c'est que ça traduit également une prise de conscience. On est dans une période, très tendue idéologiquement, qui ressemble un petit peu à la période, même s'il faut faire attention, on dit toujours c'est inédit, mais dans les comparaisons, il faut faire attention aussi, mais dans la période de la fin de la Troisième République, on avait cette forte tension. La fonction publique est le réceptacle aussi de ces tensions et notamment quand je songe aux difficultés parfois qui se posent sur la neutralité, sur la laïcité, sur les limites de la liberté d'expression. Il y a eu un arrêt très important du Conseil d'État, qui a estimé, heu qu'un agent, qui, dans le cadre de ses responsabilités syndicales, et en plein milieu d'un comité technique, se montre injurieux envers une DGS, franchit très clairement la limite, alors même qu'il a un mandat syndical. Et le Conseil d'État le rappelle, ce n'est pas parce qu'on exerce un mandat syndical que, certes, on a, j'allais dire, une possibilité verbale plus élargie, mais l'outrance, l'injure, et cetera, voilà, il y a une violence aussi, dans le fonctionnement quotidien, vous le savez comme moi malheureusement, Mmh. qui fait que lorsque l'on maîtrise bien, l'éthique et la déontologie ou lorsqu'une collectivité dit: «Attention, vous ne pouvez pas dire et écrire n'importe quoi sur, les réseaux sociaux», par exemple, on aide les agents aussi à avoir un comportement qui ne se retournera pas contre eux. Mmh. Donc dans les 2 cas de figure, on le voit, ça contribue à pacifier aussi les relations sociales au sein, des collectivités publiques. Oui, et c'est dans une logique de prévention, d'apaisement. Alors concernant les organisations syndicales, hem, est-ce qu'il y a une éthique du syndicalisme, de la militance? Mmh. Question difficile, parce que là aussi, on est dans la contradiction que j'évoquais tout à l'heure. Il y a évidemment, heu, le mot syndicat, étymologiquement signifie combattre, donc il y a nécessairement, dans le registre de la harangue, le registre de la critique, mais une critique, outre le fait qu'elle doit être constructive, ne doit pas dévier, vers, précisément un registre, qui n'est pas acceptable parce qu'il devient violent sémantiquement. Et je crois qu'il y a, au départ, je ne vous cache pas, lorsque par exemple, nous avions rédigé dans une université que vous connaissez bien, une charte de déontologie qui était la première en France, il a fallu un dialogue social quand même fort pour faire comprendre aux syndicats qu'il ne s'agissait pas d'écrire les 10 commandements avec derrière de la répression disciplinaire et que même eux en tireraient profit, parce que ce serait complémentaire à l'accompagnement qu'ils font, statutaire, juridique, social, des agents. Donc c'est complémentaire et je crois qu'il y a quand même eu une bonne progression et c'est pas parce qu'il y a tel abus, voilà, qu'il faut généraliser, je m'en garderai bien. Je pense qu'on a tout à gagner à, également intégrer, j'allais dire, l'apprentissage de la déontologie, y compris auprès des élus, quels qu'ils soient, en intégrant bien évidemment les élus, les représentants des personnels. Il y Mmh. a eu quelques actions de formation de fait et j'en garde un très bon souvenir. Au départ, c'était un petit peu délicat, la présentation et puis au fil des discussions, on se rend compte qu'on parle de la même chose avec des lunettes Mmh. théoriques différentes. Donc oui, je répondrai qu'il y a une éthique syndicale, mais qui doit tenir compte de l'éthique professionnelle propre au service public également. Oui, ce que vous dites aussi, c'est que, ça passe par la formation, par la discussion, par l'échange, et par la compréhension, des termes et de la finalité. Oui. Parce que quand vous dites que, ça n'est pas écrire, les 10 commandements, la limite n'est pas toujours, facile à saisir Mmh. entre, qu'est-ce que comporte une charte de déontologie et qui ne serait pas, dans le statut ou Mmh. ou dans la loi.
qu'est-ce qu'elle a de spécifique, cette charte? Alors, c'est vrai que c'est difficile d'écrire une bonne charte parce que, on peut avoir la tentation de rappeler les principes et puis tout de suite de dire derrière: «La violation de ces principes expose l'agent à des poursuites disciplinaires». Bon alors si on fait ça, on passe à côté de l'objectif d'une charte. Heu, la charte va nécessairement rappeler les obligations statutaires. Mais, bah, mine de rien, tous les agents ne savent pas l'étendue des obligations statutaires. Et donc, c'est bien de rappeler, bon, bah, on a un certain nombre d'obligations, hein, qui ont été maintenant qui sont gravées dans le marbre et comme c'est dans le titre 1er du statut général, tous les agents, heu, de A+ qu'à C sont concernés et le but de la charte, c'est une fois d'avoir énoncé le principe, d'illustrer ce dernier et de l'illustrer de façon justement, pas de façon paroxystique en insistant sur la violation. Plutôt en inversant la logique, en disant: «Ce principe, doit normalement vous amener à faire ceci dans telle situation». Vous voyez? Au lieu de dire: «Si vous méconnaissez, vous aurez cette sanction», Mmh. il faut inverser en disant, «La déclinaison du conflit d'intérêts dans telle situation, il vaut mieux faire ceci, se déporter, ne pas signer, mettre quelqu'un» et du coup, ça tranquillise, il y a une certaine forme de tranquillité d'esprit quand on communique bien sur la déontologie et si on a une bonne charte. Et en plus, l'idée, c'est d'adapter, c'est vrai que, par exemple, les collectivités territoriales en outre-mer ou, ou en métropole ont des singularités. Voilà, il peut y avoir des particularités, donc c'est bien d'insister dans la charte sur justement, les particularités du service public, d'adapter en fait, hein. Et chaque chef de service a son mot à dire dans ce travail pour que les agents, en lisant la charte, se disent: ah bah, effectivement, c'est intéressant, j'aurais peut-être pas fait ça dans cette situation. Donc si c'est recommandé, et encore une fois, une charte ne commande pas, c'est pas c'est de la recommandation. Donc bah, ça aide finalement à intégrer la chose parce que le but, c'est de poser des jalons, des repères pour aider les agents à, encore une fois, prendre la moins mauvaise décision dans le contexte précis. Donc une charte, c'est ça, c'est une balise en fait. C'est pas, comme je l'ai entendu dire une fois, c'est pas une guillotine qu'on est en train d'ériger. Bon, bah, il y a parfois des métaphores hardies et originales. C'est plutôt des balises, qui permettent de se retrouver, dans telle ou telle situation, voilà et d'être accompagné au mieux. Mmh. Lorsque vous évoquez la charte, vous mentionnez le travail collectif, la construction collective, le fait que, les personnels soient associés, qu'elles soient adaptées aussi à la spécificité de de l'institution, de l'établissement. Est-ce que, cette charte et cette promotion de l'éthique, est-ce que ça n'est pas faire reposer sur l'agent la responsabilité, une trop grande responsabilité, Mmh, au regard de l'organisation dans laquelle il travaille, de la société dans laquelle il évolue? mmh. Est-ce que, on on ne fait pas reposer, une trop grande charge sur l'agent? C'est le risque en effet, c'est le risque, de dire, dans cette situation: «Vous auriez dû, faire comme ça parce qu'il y a la charte sur le site, intranet» et cetera. Bon et on sait bien qu'en ce moment en plus, tout est dématérialisé et donc, il y a parfois en plus une tendance à écrire des chartes de la charte de la charte. Voilà, dans tel domaine, on installe, une petite, bibliothèque disponible, aux citoyens pour qu'ils prennent les livres, on met une charte de l'usager. Bon, le terme charte peut parfois aussi être galvaudé et du coup, s'il y a trop de textes, c'est ce que le Conseil d'État disait dans les années 90, hein, face à l'inflation, on ne va plus prêter qu'une oreille distraite. Donc, c'est vrai qu'il faut éviter, une surabondance de textes dans ce domaine-là, et puis, ne pas mettre de pression, il faut que ce soit serein. Ce qui peut être bien, c'est les actions de formation flash sur telle ou telle notion, Mmh. en regroupant des chefs de service qui après feront passer le message, voilà, le processus top-down, hein, comme on dit. Ça, c'est une bonne chose, mais il faut que ça se fasse dans un climat de sérénité. Après, malheureusement,
mais heureusement aussi, si quand il y a des comportements graves et qu'il y a du disciplinaire, il est important aussi de l'inscrire, alors en préservant les choses, mais de dire: «Voilà, dans cette situation, il y a eu cette sanction derrière», parce que la sanction fait aussi, partie de l'exemplarité, lorsque le comportement est trop grave. Hem, donc je pense que si on ne met pas de gravité inutile dans la présentation de la déontologie, on ne peut pas dire à un agent d'exécution: «Maintenant que vous avez la charte, vous vous débrouillez et puis, c'est à vous de». Bon, je pense que c'est vraiment un processus, votre question m'invite à le rappeler, ce que je n'ai pas fait jusqu'à maintenant, mais c'est vraiment un processus collectif, hein, et d'ambiance de service, et plus c'est serein, plus les agents se sentent accompagnés et puis finalement se posent les bonnes questions, assez naturellement ensuite, hein. Mmh. Voilà, donc ça peut être intéressant d'avoir une sorte de vade-mecum, par service, parce qu'effectivement, dans tel ou tel service, il y aura plus ou moins de sollicitations, à l'aune du conflit d'intérêts, par exemple. Mmh. Très bien. Merci. Merci Merci à beaucoup vous. pour, ces propos et la richesse de cet entretien.